Bonsoir Olivier Giroud. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici, chez vous, à Milanello, l'un des plus grands centres d'entraînement du football mondial. En tous les cas, c'est un nom historique. C'est un club, le Milan AC, qui a été créé en 1899. Vous êtes joueur du Milan AC maintenant et on est très heureux de vous recevoir sur Europe 1 ce soir parce qu'on a plein de questions à vous poser. Mais on voudrait simplement faire un petit clin d'œil un petit peu vintage. Donnez-moi une petite anecdote sur Froge, votre premier club où vous avez pris votre première licence dans les années 90-94. Froge, c'est là où tout a commencé. C'est mon village, là où j'ai grandi, où j'ai tous mes amis, une bonne partie aussi de ma famille qui vit bien sûr dans la région grenobloise. C'est un village qui se situe à 20 km environ de Grenoble et j'ai pris ma première licence là-bas. J'ai fait toutes mes classes jusqu'à 12 ans là-bas avant d'aller au GF38, Grenoble Foot 38, qui était le club phare de la région. Mais Grenoble. Voilà, j'en garde des souvenirs voilà, impérissables où je prenais le ballon après l'école, j'allais taper contre le mur qui servait avant tout jouer un peu au tennis. Mais je travaillais ma technique et mon pied gauche sur ce mur. J'étais toujours avec un ballon dans les bras, selon les dires de maman. Et quand c'était pas un ballon, je me souviens que je prenais une balle de tennis et je m'amusais à taper contre la porte d'entrée ou des fois j'entends encore mon père gueuler en disant mais t'en as pas marre. C'est là où tout a commencé, Froge, voilà, ça reste voilà, chez moi, c'est chez moi. Alors on va faire une petite, on va revenir un petit peu sur le passé. Grenoble, Istres, Tours, Montpellier, Chelsea. Le Milan AC. Donc, Arsenal aussi. Hein. Arsenal, bien sûr. Le Milan AC, mais c'est un parcours fabuleux. On a l'impression que tout a commencé. Bon, vous avez évidemment progressé à Grenoble, Istres, Tours. On a l'impression que ça a commencé à Montpellier. Que les choses sérieuses ont commencé à Montpellier vous concernant. Disons que c'est là où je me suis révélé au grand public, aussi avec ma première sélection en équipe de France. J'avais cette opportunité de partir outre-Manche, notamment au Celtic de Glasgow après mon titre de meilleur buteur avec Tours en Ligue 2 et notre bonne saison. On avait fait deux belles saisons avec peut-être la première saison il nous manquait un point pour monter en Ligue 1 donc j'avais, comme vous l'avez dit, franchi les étapes les unes après les autres, mais j'avais envie, ce besoin de laisser une trace de ma personne voilà, dans l'histoire en Ligue 1. J'ai eu ce coup de fil de Loulou qui m'a persuadé de signer à Montpellier et je regrette pas du tout d'avoir fait ces 2 très belles années, qui plus est la deuxième avec ce titre de meilleur buteur et de champion, évidemment. Bon, après Montpellier, vous allez à Arsenal. Alors ça, Arsenal, c'est du haut de gamme. D'ailleurs, tous les clubs où vous avez continué votre carrière, ce n'est que du haut de gamme. Il y a Chelsea, il y a le Milan AC, mais on va y revenir. Et vous allez à Arsenal. Comment ça se passe Arsenal, avec le recul du temps? Qui appelle? Arsenal, c'est Arsène Wenger qui contacte mon agent et quand j'ai eu l'opportunité de réaliser ce rêve de gosse de jouer un jour en Première Ligue, ce qui a toujours été mon objectif affiché, j'ai bien évidemment accepté assez rapidement. Je me souviens que c'était Jen, ma femme, qui m'avait amené le contrat en Ukraine parce qu'on était en plein Euro 2012. Et voilà, elle m'a dit j'ai une petite surprise pour toi dans mon sac, regarde. Et voilà, c'est parti de là. Après l'Euro, je suis allé signer avant de partir en vacances mon contrat à Arsenal et j'ai passé 5 années et demie extraordinaires là-bas, beaucoup progressé, beaucoup apprendre en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Et je le dois beaucoup à Arsène, évidemment. C'est le premier rêve de gosse qui passe à la réalité? Ouais, depuis tout petit, je rêvais de jouer en Première Ligue. Il y avait 2 clubs, évidemment, qui me faisaient rêver. Il y avait Liverpool, mais évidemment, il y avait Arsenal avant tout. Je l'ai toujours dit avec tous ces franchises. Et voilà, Arsenal, quand j'étais petit, voilà, a bercé mon enfance et c'était un rêve de pouvoir signer là-bas. Justement, vous me tendez une perche quand vous me dites, quand j'étais petit, qui ont été vos premières idoles?
Alors, j'aime pas ce mot idole parce que je suis le premier poster. Allez, le premier poster. Premier poster, oui. J'ai une seule idole, c'est Jésus-Christ. Et, on va y revenir. En tant que chrétien. Et, non, mes joueurs préférés étaient forcément quand j'ai suivi l'équipe de France 98, Zidane était un peu tous notre héros en tant que gamin. Après, j'ai rapidement eu des posters de Titi, Henry, Andrei Shevchenko, Milan AC qui était aussi l'autre club qui me faisait rêver avec voilà, ces années 90 et même 2000 au top sur la scène européenne. Donc il y avait aussi Jean-Pierre Papin et mon frère, mes frères qui étaient plus âgés m'avaient aussi récupéré un poster de Van Basten et c'était, voilà, tous ces joueurs, c'était la classe. Arsenal, c'est le must, c'est vrai. Et vous passez encore à autre chose, Chelsea. C'est incroyable. Vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte que vous avez actuellement réalisé, c'est loin de se terminer d'ailleurs, une carrière incroyable dans des clubs légendaires? Je suis très fier de mon parcours, du travail accompli jusqu'alors. Mais je pense que je savourerai pleinement quand je m'arrêterai et que je regarderai derrière moi tout ce que j'ai accompli. On s'en rend pas compte? Je m'en rends compte, mais comme vous le soulignez, ces clubs font partie du Gotha européen et pour moi, c'est quelque chose que je ne pouvais espérer en tant que jeune adolescent. On s'imagine pas voilà, avoir une telle chance, une telle réussite de pouvoir grandir, évoluer dans ce genre de club. Je profite pleinement de tout ça, j'en suis conscient, mais quand on fera le bilan à la fin de la carrière, il y a aussi eu l'équipe de France, évidemment, ce fil rouge tout au long de ma carrière qui est aussi une immense fierté. Je me poserai quand je ferai cette salle où je mettrai mes trophées et vous savez où elle va être, cette salle ? Et tous ces maillots, mais bien sûr, elle sera destinée au foot et à ma carrière et elle sera chez moi. On verra où j'habiterai, où je me poserai avec ma famille, mais certainement, ça me remémorera énormément de beaux souvenirs et c'est une grande fierté, en effet. Bon, Chelsea, 3 ans et demi après Arsenal, c'était, je pense que il y en a plus d'un qui ont été surpris de voir que je puisse rebondir à Chelsea. J'ai eu cet appel via un ami de Antonio Conte qui avait besoin d'un attaquant. Arsène ayant recruté à l'été 2017 la Casette. Après 6 mois après, il voulait faire Aubameyang et j'ai eu une discussion très simple et honnête avec lui, lui demandant de me laisser partir. Il a été gentleman, il a tout fait pour que ça se fasse. Qui plus est un peu chez un concurrent voilà, un peu plus au sud à Londres. Et tout s'est fait rapidement, fin janvier. Le 30, je jouais un match avec Arsenal à Swansea. Et le 31, je signais mon contrat. Je signais mon contrat pour Chelsea et j'étais au stade le soir à Stamford Bridge. Alors on va terminer sur justement ce résumé de votre carrière qui est loin d'être terminé. Et là, on est à Milan. On est à Milanello, centre d'entraînement. Encore merci de nous recevoir. Vous êtes sur Europe 1. Et vraiment, Milan, c'est incroyable. Tous les clubs où vous avez joué. Non, mais je veux dire, je ne vais pas oublier. Arsenal, Chelsea, le Milan AC, Montpellier à sa manière. Je veux dire, c'est des clubs historiques. Et vous rebondissez tout le temps. C'est ça qui est incroyable. C'est jamais fini. Oui, c'est jamais fini. Il faut toujours y croire, comme le titre de mon livre. Il faut toujours aller chercher le prochain challenge, qui va te permettre de te surpasser, de prendre du plaisir. Et ce challenge, en ayant eu le Milan AC après Chelsea, où j'ai passé de très belles saisons, où j'ai gagné une Cup, une Ligue Europa et une Champions League.
En mal de temps de jeu sur les derniers mois, pour moi, je sentais que mon aventure en Première Ligue était touchée à sa fin. J'ai eu ce call avec le coach Stefano Pioli et Paolo Maldini en préparation de l'Euro. Je me souviens, c'était à Nice. Et ils m'ont tout de suite fait bonne impression et évidemment convaincu que ça pouvait être un super projet. Ça a l'air d'être un super projet parce que vous êtes en plus en tête de la Serie A. On va rappeler, parce que vous parliez de votre livre, je l'ai dans les mains, Olivier Giroud, Toujours y croire, Plomb, très sympa, notamment des anecdotes sur votre vie d'enfance et sur votre sœur qui voulait crever le ballon tellement vous l'utilisiez. C'est ça. Donc je me suis vraiment régalé. Puis vous parlez aussi de votre vie personnelle, donc c'est très intéressant aussi de voir comment un joueur de foot vit sa vie de famille. On y reviendra tout à l'heure, et puis votre foi aussi. Votre arrivée à Milan, couronnée de succès, on va y revenir, il y a évidemment la Serie A, vous êtes en tête, et puis il y a les tifosi que j'ai rencontrés avec Jacques Vendroux juste devant Milanello. Olivier Giroud, ouais, c'est une star, il est extraordinaire, il nous porte, il marque des buts, déjà 11 buts. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, cette saison ? Écoutez, j'ai reçu, comme vous le dites, un très bel accueil des tifosi, très chaleureux. J'ai été tout simplement mis à l'aise assez rapidement, que ce soit au club, les personnes qui travaillent au club, le staff technique, le coach et puis même les joueurs. Après, j'ai cette capacité d'adaptation qui fait que je suis quelqu'un qui va vers les autres et qui aussi tout simplement a envie de s'intégrer et d'apprendre la langue italienne, les us et coutumes du pays dans lequel j'arrive. Donc pour moi, c'était important de très vite s'adapter parce que c'est un nouveau championnat, beaucoup de choses qui changent, mais tout se passe très bien jusqu'à maintenant. J'en suis content, j'en suis fier, mais il nous reste 9 matchs pour réaliser quelque chose de grand pour le Milan après quelques années où il n'y a pas eu de trophée. Donc on a un soutien conditionnel des tifosi et ils m'aiment bien, ils m'ont bien adopté. Donc écoutez, tous les feux sont au vert. Maintenant, on a notre destin entre nos mains, si je puis dire. Alors ce qui est important aussi, c'est que vous avez toutes les chances de devenir champion d'Italie. C'est ça. C'est pas faire de la démagogie parce qu'on est à Milanello. Vous faites partie des grands favoris. Il reste 9 matchs jusqu'à la fin de saison. Ça va être 9 finales. On est prêt. Il y a aussi cette demi-finale retour contre l'Inter en Coupe d'Italie. Il me semble que le coach disait que le club n'avait jamais réalisé ce doublé. Ce serait quand même extraordinaire de pouvoir rentrer dans l'histoire du club comme ça. Maintenant, la route est encore longue, on s'enflamme pas, on y va étape par étape et on sait que ce championnat sera indécis jusqu'au bout. Olivier, un doublé historique dans le derby. Il faut nous parler de ça parce que franchement, ça, à mon avis, vous allez nous le dire, ça a un peu changé les choses. Ça vous a vraiment propulsé au devant de la scène. Ça vous a donné beaucoup d'énergie pour la suite. Beaucoup d'énergie, d'assurance, de confiance. Évidemment, pour les attaquants, c'est beaucoup les stats. Et ce jour-là, on est mené 1-0. Premier derby pour moi. Une ambiance particulière forcément et donc en 3 minutes on fait chavirer nos supporters et c'était une émotion incroyable que j'oublierai jamais. Ça fait partie des matchs qui comptent dans une carrière et aussi qui te font rentrer dans le cœur des tifosi. Ça c'est important. C'est bouillant San Siro, c'est extraordinaire. On a eu toujours un peu cette jauge à 50%, 75%. On a rarement joué avec un stade plein quand même. Mais je ne sais pas si pour le match de l'Inter retour en coupe, ce sera toujours 75%. Mais j'ai hâte de jouer à San Siro avec 100% des spectateurs dans un derby. Ça doit être assez waouh. Je voudrais qu'on parle un petit peu de votre vie en dehors du football. Vous êtes un des rares joueurs, stars, passez-moi l'expression, qui dit carrément je suis catho, je suis pratiquant, je vais régulièrement à l'église, je suis évangéliste. Enfin, je veux dire, petite nuance. Non, il y a une nuance, mais vous affichez. Je suis croyant, je suis chrétien. Vous affichez clairement. Oui, je le fais parce que. Et vous le dites partout. Oui, je le fais parce que je ne m'en cache pas et que c'est un peu mon rôle aussi peut-être d'être un porte-drapeau, de parler de ça.
Je suis donc chrétien évangélique. Je me suis fait baptiser quand j'étais plus jeune pour être le parrain de mon filleul quand j'avais 20 ans. Je m'étais fait baptiser catholique. Mais c'est vrai que je suis toujours allé au culte évangélique avec ma mère depuis tout petit et c'est pour ça que j'ai aussi ce désir de réaffirmer mes vœux de baptême dans le Jourdain prochainement. Ça veut dire beaucoup pour moi aussi, là où Jean le Baptiste a baptisé Jésus-Christ à l'époque. Donc voilà, j'aimerais aller en Terre Sainte et pour moi ça signifie beaucoup. Et voilà, j'aime bien en parler, j'aime bien dire que ma force intérieure, ma force de caractère vient aussi de cette foi qui m'anime et qui me donne la force au quotidien d'avancer, de toujours aller de l'avant. Ça veut dire aussi que vous avez décidé de vous lancer entre guillemets, je dis pas dans la religion, je dis pas dans l'évangélisme, je veux dire c'est quelque chose qui compte immensément pour vous. Plus même qu'une carrière de footballeur. Disons qu'il faut faire la part des choses, mais je suis d'abord reconnaissant de la chance que j'ai de pouvoir vivre de ma passion. Je sais que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous et qu'il a guidé mes choix, qu'il a toujours été là pour m'accompagner avec son amour inconditionnel. Et pour moi, c'est normal de lui rendre grâce et de lui rendre la gloire qui lui appartient en témoignant de ma foi, tout simplement. J'écoute avec beaucoup d'attention parce que c'est très très dur de transmettre sa foi. Et donc voilà, c'est bravo aussi à vous parce que vous le faites franchement. C'est-à-dire que on vous demande pas de qu'est-ce que vous en pensez. Et dans chaque interview, d'ailleurs, moi ça m'a marqué parce qu'en suivant les matchs de l'équipe de France, très souvent quand vous étiez peut-être un peu plus dans le dur, ça y est, vous ressurgissez aussi avec votre foi et pour atteindre ces 46 buts, on en parlera avec Jacques. C'est ça, la parole de la Bible t'amène à beaucoup d'humilité, à faire un travail d'introspection sur toi-même et toujours relativiser parce que voilà, je vais pas parler pendant des heures de ça, mais la vie de Jésus-Christ est une chance pour chacun d'entre nous. Le sacrifice que Dieu a fait en mettant Jésus-Christ sur la croix prouve qu'il nous aime plus que tout. Peu importe nos origines sociales, notre race ou quoi que ce soit. Donc pour moi, voilà, je me sens quoi qu'il arrive aimé et chanceux de pouvoir être en bonne santé, faire ce que j'aime et je le dis dès que j'en ai l'opportunité. Par rapport à tout ce que vous venez de dire en ce qui concerne la religion, entre guillemets, on a l'impression que vous avez réussi à relativiser tout. C'est-à-dire que quelque part, rien n'est grave, si je peux me permettre de simplifier. C'est exactement ça, rien n'est grave, parce que il faut toujours faire preuve savoir pardonner, faire preuve de miséricorde, comme il est écrit dans la Bible. Et moi, c'est pour ça que ça m'aide à passer assez rapidement à d'autres choses et à garder cet esprit positif, transformer cette frustration qui peut être la mienne, comme dans la vie de tous les jours, ça s'applique à tout à chacun. Quand on est dans le dur, il faut toujours regarder de l'avant et se dire que positiver et se dire que voilà d'autres jours qui arrivent devant nous seront meilleurs et toujours avec le soutien de lire régulièrement, faire des études bibliques avec mon pasteur, ça m'encourage, ça me donne beaucoup de force. Alors justement, puisqu'on parle entre guillemets, des grandes personnalités qui ont traversé votre carrière. On a parlé d'Arsène Wenger tout à l'heure. On est ici à Milanello, où vous nous recevez, dans ce centre d'entraînement mythique. On a croisé 2 fois Zlatan Ibrahimovic. Il a l'air adorable, sympa comme tout. Alors que quelquefois, de l'extérieur, il a une image un petit peu dure. Il est sympa ? Il est super, il est sympa. C'est une personne... avec un charisme, une personnalité hors du commun. Il a cette façon de communiquer qui est bien à lui avec les médias. Il peut paraître très dur, très impressionnant
et même des fois un peu intimidant, mais c'est une personne normale comme vous et moi, et qui a cette sensibilité, qui a cet amour pour le football, cette exigence du haut niveau. Il la transmet au quotidien aux jeunes ici dans le vestiaire. Il prend beaucoup de place et il a ce rôle de grand frère aussi, tout comme moi, avec notre expérience commune pour mettre de l'huile dans cette mécanique milanaise. Et Olivier, ça vous a pas fait peur? Alors, vous êtes champion du monde, vous êtes un très grand joueur, évidemment. Mais de vous dire, j'arrive au Milan, il y a Zlatan. Finalement, c'est vous qui jouez. Enfin, vous êtes en alternance, mais vous avez marqué 11 buts, vous êtes le meilleur buteur. Ça a été une chance. Je l'ai pris comme une chance, je l'ai pris comme un défi. Et le fait de pouvoir se frotter à l'un des joueurs que je supportais aussi quand j'étais plus jeune. Quand je commençais ma carrière, il était déjà dans de grands clubs comme en Italie et puis après au Barça. Mes potes m'avaient d'ailleurs offert un maillot de lui. Je lui avais dit, on avait rigolé de ça quand il était au Barça. C'est une personne avec qui j'échange beaucoup et qui a énormément d'expérience et aussi de respect quand un joueur arrive dans un groupe pour bien l'accueillir, et aussi encore plus s'il a cette expérience du haut niveau et d'avoir gagné des titres. Et c'est pour moi une chance d'être en compétition aussi quelque part avec lui pour se tirer la bourre tous les deux et apporter le meilleur pour l'équipe, marquer un maximum de buts. Et comme vous l'avez dit, depuis le début de saison, on alterne pas mal. Ces derniers temps, il a été blessé, donc j'ai enchaîné. Et voilà, peu importe qui est aligné, on fait le boulot, on est décisif, et ça montre que même à 35 ans ou à 40 ans, on peut continuer à être performant. Alors, quand je regarde votre palmarès, il est incroyable. On l'a dit, Grenoble, Istres, Tours, Montpellier, Arsenal, Chelsea et maintenant le Milan AC. Et quand je regarde l'équipe de France de football, 110 sélections. Mais c'est incroyable. 110 sélections, c'est fabuleux. 46 buts. 46 buts, deuxième meilleur buteur de tous les temps avec derrière Thierry Henry. Ouais. Vous avez battu Michel Platini. Michel Platini, Papin, Trezeguet, pour moi ça a été, et j'en passe d'autres, ça a été aussi une bénédiction. Ça a été des années extraordinaires avec des hauts et des bas, passé par beaucoup d'émotions, mais je dirais que quand tu as la chance d'avoir été sur le toit du monde avec ce titre en 2018, tu peux que être reconnaissant et dire merci pour la chance de pouvoir rendre fiers les tiens en portant ce maillot bleu et en portant haut les couleurs de l'équipe de France. Rassurez-moi, vous ne parlez pas de l'équipe de France au passé quand même. Non, je parle pas de l'équipe de France au passé parce que je suis encore potentiellement sélectionnable. Mais aujourd'hui, clairement, l'équipe de France est un fil rouge tout au long de ta carrière. Ça reste du bonus, mais aujourd'hui, à 35 ans, l'objectif est de gagner le Scudetto avec le Milan. Je suis 100% concentré sur les matchs qui s'enchaînent avec le Milan. L'équipe de France, c'est un cadeau, c'est du bonus. On verra. Non, mais ça veut dire que si Didier Deschamps fait appel à vous, vous avez aucune raison de dire non. Je pense que ça se fait pas de refuser une sélection. Donc, voilà. Si le coach m'appelle, je répondrai présent comme je l'ai toujours fait, évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais déclaré officiellement que je voulais arrêter l'équipe de France, parce que pour moi c'est pas quelque chose que je ferais. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui fait partie d'une carrière aussi, qui peut être à certains moments difficile à gérer. Mais je vais très bien, je me sens très bien. Non, mais ce qui est extraordinaire quand on fait cette interview ici à Milanello, je le répète, parce que vous avez aussi permis à un vieux journaliste, entre guillemets, vous n'êtes pas vieux, Jacques, et un jeune, de découvrir Milanello, de découvrir un sanctuaire, une sorte de cathédrale du football, ce centre qui est Milanello. Vous êtes toujours positif. Je vous ai jamais vu
Et pourtant, ça fait un moment que je commande vos matchs. Je vous ai jamais vu de mauvaise humeur. Ah, y a bien des jours où je suis de mauvaise humeur. Bon, grognon de temps en temps. Allez, on va dire ça comme ça. Mais j'essaye de pas le montrer parce que c'est important aussi d'intérioriser tout ça pour encore une fois le transformer en énergie positive. C'est pas facile, c'est un travail à faire sur soi-même quand on est déçu de pas jouer, de peu jouer. Il y a des moments comme ça dans une carrière, mais il y a deux réponses à chaque fois, comme je dis bien souvent, soit on se morfond sur soi-même et on s'apitoie sur son sort, ou soit on met le bleu de chauffe et on relève la tête. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Olivier, avec ou sans vous, est-ce que cette équipe de France peut remporter la Coupe du Monde ? Avec ou sans moi, l'équipe de France est favorite. Pour moi, avec les joueurs qu'il y a dans cette sélection, l'équipe de France fait partie des favoris pour succéder à elle-même. Mais c'est pas un scoop, rassurez-moi. C'est difficile de se succéder à soi-même. C'est quand même une C'est sacrée très performance. difficile. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Non. C'est jamais arrivé. Non, 2 fois. Qui avait l'expérience. Les Brésiliens. Les Brésiliens, 2 fois. Ah, les Brésiliens, oui. Ouais. Non, mais au-delà de se succéder, entre guillemets, moi, ce que je voudrais qu'on fasse bien partager avec les auditeurs d'Europe 1, c'est que vous avez, même si de temps en temps vous avez eu des moments compliqués, vous avez jamais dramatisé. Non, Vous vous êtes jamais refermé sur vous-même. Vous avez toujours, ça va vous faire sourire, de pardonner à chaque fois. C'est ce que j'ai dit précédemment. Il est important de savoir pardonner ses fautes quand on veut aussi demander pardon au Seigneur pour ce que l'on a mal fait ou ce que l'on aurait dû faire. C'est important d'être indulgent, d'avoir cette complaisance. Et dans ma vie, ça m'aide à avancer. Et je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, mais il est important d'en prendre conscience et de se confesser, mais aussi d'avancer avec les autres qui peuvent être parfois maladroits ou injustes avec toi. C'est pas forcément toujours facile, mais en tout cas, ma foi, encore une fois, me permet de pardonner, évidemment. Vous avez réalisé quasiment tous vos rêves footballistiques, hein ? Encore une fois, je me sens béni parce que j'ai gagné beaucoup de titres. L'un de mes rêves, je ne sais pas si c'est un rêve, mais oui, c'était quand même quelque chose que j'aurais voulu gagner, c'est la Première Ligue. J'ai été vice-champion d'Angleterre avec Arsenal en 2015, je crois, ou 2016, quand Leicester a gagné. Ça reste quelque chose, que j'aurais voulu gagner, la Première Ligue. Maintenant, mon autre objectif et rêve, si on veut un peu amplifier les choses, c'est de devenir champion avec le Milan. Fabuleux. Non, mais champion d'Italie avec le Milan AC. Non, mais après avoir été champion de France avec Montpellier en 2012. Oui, on fête les 10 ans cette année. Et champion du monde de football. Enfin, je veux dire. Champion d'Europe. Et champion d'Europe. Enfin, je veux dire, mais être champion d'Italie avec le Milan AC, comme l'a dit très justement Cyril, réussir peut-être le doublé, mais c'est un truc qui est historique. Et vous vous en rendez compte ? Qui me booste au quotidien et qui me donne cette rage de vaincre et cet esprit de compétiteur que je veux transmettre aux plus jeunes. Dans cet écusson, 1899 grâce à vous. J'en ai la chair de poule. Attendez, peut-être que cet après-midi vous verrez Paolo Maldini aussi. Qui est là tous les jours aux entraînements. Ça, c'est une tradition en Italie. Le directeur sportif assiste à presque tous les entraînements. Ah bon ? Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris aussi. Suivi au quotidien. Olivier, juste fais une petite parenthèse, on coupera, mais il y a 2 pays qui ont remporté 2 fois la Coupe du Monde, qui se sont donc succédés à eux-mêmes. Il y a l'Italie et le Brésil. Voilà. Donc l'Italie l'a déjà fait, le Brésil aussi, et ce serait beau que la France soit le 3e à le faire. Donc allez les Bleus. Olivier, un petit mot justement sur Kylian Mbappé, parce que forcément, quand on fait une interview avec un champion du monde, on a envie de parler du phénomène qui a 23 ans, qui affole tous les records, et en plus, il joue à votre poste. Donc comment vous le voyez ? Est-ce que vous pensez qu'il est encore meilleur qu'il y a quelques mois ? Ouais, évidemment, il continue sa progression. C'est quelqu'un, quand il est arrivé en équipe de France, qui nous a tous beaucoup impressionnés par sa maturité et ses qualités. Et tout le monde savait qu'il allait atteindre un niveau
très élevé de classe mondiale. Donc il le démontre en ce moment avec Paris, aussi avec l'équipe de France. Donc c'est tout bénef pour les Bleus et Paris en ce moment d'avoir un joueur comme ça dans son effectif. Et comment vous avez vécu cette histoire de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain? Match aller, le PSG gagne 1-0, match retour, le PSG perd au Real 3-1. C'est un scénario, je veux dire, qui est inattendu, enfin, je veux dire, qui est hors norme. Comment j'ai vécu ça en tant que joueur du Milan AC? Oui. Avec beaucoup de recul. Oui. Évidemment, comme tout le monde, surpris de... Parce que vous imaginez que c'est le sujet numéro 1 en France actuellement en matière de football. J'imagine, mais après, moi maintenant, je suis français, mais je reste un joueur du Milan AC, donc se prononcer par rapport à ce genre de choses, c'est toujours délicat, mais forcément, surpris du comeback du Real Madrid, mais... Quelque part, c'est ce pourquoi on aime ce sport, qui nous donne des émotions incroyables et des renversements de situation comme celui-là. C'est la beauté du football, rien n'est jamais écrit à l'avance et tout peut arriver. Dernière question, ou avant-dernière question, je voudrais qu'on parle de l'actualité. Comment vous vivez le drame actuel de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Parce que je sais que vous intéressez à tout. Vous n'êtes pas insensible à ce qui se passe. En étant joueur de football, évidemment, vous vous intéressez à tout ce qui se passe dans le monde. Comment vous le vivez, cet événement, enfin, ce drame actuel? Je le vis, écoutez, on parle d'une guerre, donc... vous priez? Évidemment que je prie régulièrement pour ça, pour que les choses s'améliorent, pour qu'on puisse mettre un peu d'amour dans certains cœurs endurcis. Mais aujourd'hui, on en est là et il faut faire face à cette situation. Il faut être solidaire et soutenir ce peuple ukrainien, comme le fait aussi le Milan AC avec ce t-shirt qu'on a fait, Peace, Milan AC, Peace for Ukraine, Peace in the World. Donc j'ai envie de vous dire, oui, prayers and peace. C'est en ces temps difficiles. Voilà, il y a beaucoup de choses qui m'émeut par rapport à ça, des familles qui sont divisées, des familles qui fuient l'Ukraine et forcément des papas et des papis qui doivent rester là-bas pour combattre pour leur pays. C'est tellement triste, c'est douloureux de se dire qu'en 2022 encore on en est en période de guerre. J'espère bien sûr comme tout le monde que les choses vont s'améliorer le plus vite possible, mais ça fait quelque chose moi en tant que joueur de foot quand je vois un mec comme Yarmolenko quand il marque qui fond en larmes, voilà, c'est touchant, donc on essaie d'apporter notre soutien comme on peut dans ces moments-là. Surtout qu'il y a eu des matchs France-Ukraine et notamment un qui est resté dans l'histoire en 2013 avec cette qualification pour la Coupe du Monde. Ouais, on a un passé récent en commun avec l'Ukraine. Il y a cette qualification pour le Mondial 2014. Il y a aussi, on les a eu en éliminatoire pour l'Euro. J'ai eu la chance, encore une fois, écoutez bien ça, de jouer ma 100e sélection. Le coach m'avait donné le brassard au Stade de France contre l'Ukraine. Le coach était Shevchenko, mon joueur préféré. Je marque et je célèbre la naissance de ma petite dernière. Qui demande le peuple. Vous êtes heureux, en fait. Très, très heureux. Et ce soir-là, je mets un doublé et je dépasse Michel Platini, je crois. Oui, c'est exact. Donc voilà. Donc ce jour-là contre l'Ukraine, voilà. Et puis ça m'attriste énormément aussi pour mon joueur préféré, en l'occurrence Sheva, qui est ukrainien et qui avait fait un message à San Siro la dernière fois contre l'Inter, assez touchant, émouvant pour apporter notre soutien pour l'Ukraine. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de solidarité dans ce drame actuel, de la part du sport en général. Évidemment, c'est normal parce que on se doit de serrer les coudes dans ces moments-là et je trouve ça super que les pays limitrophes à l'Ukraine apportent leur soutien pour les personnes qui doivent fuir l'Ukraine. Je voudrais terminer cet entretien en dédiant cette interview à un ami commun qui s'appelle Sébastien Bargnot,
journaliste Super. à TF1 qui a eu des gros problèmes de santé, qui va de mieux en mieux. Et je voulais, grâce à vous, Olivier, eh bien, lui faire cette petite dédicace via Europe 1. Et je sais qu'il va nous écouter à la Salpêtrière. Il sera très content que vous lui disiez un petit mot. On pense très fort à toi, Seb. Voilà, on est ensemble et on voulait te faire une grosse bise et t'envoyer toute notre force. Voilà.